Ah putain, ça marche pas. Bah, Jamy, qu'est-ce que tu essaies de faire là? Bah j'ai essayé de trouver de l'eau. Hein? Mais pourquoi faire? C'est pour mon Ricard. Tu devrais plutôt faire appel à un vrai sourcier. Ouais, bon, t'as raison. Allez Marcel, va chercher de l'eau, à la source. Un sourcier est une personne à laquelle on attribue le don de découvrir des sources et nappes souterraines à l'aide d'un pendule ou encore de baguettes. La pratique des sourciers est directement liée à la radiesthésie. Mais dis-moi Jamy, qu'est-ce donc que la radiesthésie? La radiesthésie est la sensibilité à des rayonnements qui proviennent des objets. La perception extrasensorielle de choses cachées à nos yeux par l'intermédiaire d'une baguette ou d'un pendule. Mais la radiesthésie touche un champ bien plus large que la détection d'eau. Elle permettrait aussi de trouver du pétrole, de l'or, de l'uranium, des maladies, des cadavres, le cerveau d'Éric Zemmour, et j'en passe, car tous les objets émettraient, avec des fréquences et des intensités différentes, des champs énergétiques. Les baguettes sont donc à distinguer du sourcier lui-même, car celles-ci posséderaient une infinité de pouvoirs. Mais bon, ici on va se concentrer sur les sourciers et donc l'utilisation des baguettes pour la recherche d'eau. La baguette de sourcier est, dans la majorité des usages, en bois de coudrier, l'ancien nom donné au noisetier. Mais il est possible d'en trouver en saule, en acier, en cuivre et même en plastique. Elle peut être en forme de Y ou bien de V, ou même parallèle quand il s'agit de deux baguettes appelées antennes parallèles. Mais alors, comment on les utilise ? Il faut tenir avec souplesse les deux extrémités du Y ou du V, écarter les mains l'une de l'autre pour que la baguette soit sous tension. La baguette est alors en équilibre, la base pointant légèrement vers le haut. Et quand la baguette pointe vers le haut ou vers le bas, ça n'a pas vraiment d'importance en fait, c'est qu'il y a de l'eau sous vos pieds. Eh ouais. Oh putain, ça marche. Oh putain, j'ai trouvé de l'eau. Ah non, c'est une gougoute d'eau. Non mais parce qu'en fait elle s'appelle gougoute, du coup goutte d'eau, goutte d'eau, de l'eau, tu vois, non. C'est le même principe pour les antennes parallèles, sauf qu'elles se croisent en présence d'eau. Enfin, en présence d'eau ou autre chose, car en maniant bien sa baguette, il serait possible d'en trouver des choses. On appelle programmation l'art de faire comprendre à la baguette comment elle doit réagir, et faire la différence entre de l'eau, du pétrole ou de l'or. Bon là, je vous ai pris l'exemple de la baguette, mais il est aussi possible d'utiliser un pendule. Quand on parle de sourcier et de radiesthésie, il y a un nom qui ressort, celui d'Yves Rocard. Yves Rocard, un physicien qui a participé notamment au projet de la bombe atomique française, publia en 1962 Le signal du sourcier. Dans ce livre, devenu la Bible du sourcier, il indique que le champ magnétique terrestre subit des variations géophysiques par la présence de l'eau. Pour lui, ces variations du champ magnétique sont suffisamment importantes pour que des personnes dites sensibles puissent les percevoir. Et cette sensibilité des variations du champ magnétique terrestre est présente, selon Rocard, chez 80% de la population. 8 personnes sur 10 posséderaient donc une espèce de sixième sens, et la plupart du temps sans s'en douter. Ah ouais là, je sens que ça vient là. Ah, je sens que ça vient là. Wow, c'est fou ce que t'es drôle. Voilà pour ce qui est de la présentation des sourciers. L'autre coup, je suis allé voir un ami chez lui, je sonne, et il m'invite à rentrer. Non mais attends, t'es sérieusement en train de raconter ta vie là? Attends, c'est un exemple, tu vas comprendre. Il m'invite à rentrer, et là je vois quoi? Un peu partout sur le sol, des châtaignes disposées de manière régulière. Donc là je lui dis, pourquoi il y a toutes les châtaignes là dans ton appartement? Et là il me répond, c'est pour éloigner les girafes. Quoi? Du coup je lui dis, mais t'es complètement con quoi. Il y a pas de girafe ici. Et là, vous savez ce qu'il me répond? Tu vois? C'est que ça marche. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de merde? Ici on voit bien que mon ami, en plus d'être con, est complètement cinglé.
Tu conviendras que son raisonnement est totalement absurde et qu'il ne tient pas une seule seconde. Oui. Et bien pourtant, un raisonnement comme celui-là, il nous arrive d'en avoir dans de nombreuses occasions. Mon pote, en mettant des châtaignes chez lui, pense éloigner les girafes. Et vu qu'il n'y a pas de girafes, eh bien ça marche. Il peut nous arriver parfois de nous contenter de quelque chose qui marche. Et c'est le cas pour les sourciers. Je vais prendre un exemple de raisonnement avec les sourciers maintenant, tiré du site Afis Science. Dans un logement d'une quinzaine de maisons, un propriétaire désirant arroser son jardin sans passer par l'eau de la ville trop chère à son goût, décide de faire appel à un sourcier. Le sourcier, après un tour dans son jardin, indique un endroit où il y a de l'eau, à 8 mètres de profondeur. Le propriétaire fait creuser un puits à cet endroit, et effectivement il y a de l'eau. Son jardin étant très gourmand en eau, le propriétaire fait de sacrées économies. Évidemment, ça fait jaser dans le quartier. Alors ses voisins décident l'un après l'autre de faire appel au même sourcier. Et ça marche à chaque fois! Si bien que 2 ans plus tard, tout le monde a son puits. Le premier propriétaire a fait le bon choix. Faire appel à un sourcier lui a coûté que quoi ? 50 balles ? Alors que ça lui aurait coûté 10 à 15 fois plus cher avec un expert. On peut donc juger que son raisonnement est tout à fait raisonnable. Voilà, très bien, là on est d'accord. Cependant, il y a 2 points à soulever ici. Est-ce qu'il y avait de l'eau à d'autres endroits que celui indiqué par le sourcier ? Et comment se fait-il qu'il y ait de l'eau dans chaque terrain ? Pour le premier point, on ne le saura jamais. Le propriétaire a eu ce qu'il voulait, la source d'eau, et il va pas dépenser plus de pognon pour mettre à défaut les dons du sourcier. Non. Pour le deuxième point, c'est vrai qu'on peut s'étonner que le sourcier trouve un point d'eau dans chaque terrain, comme si le lotissement avait été construit exprès sur un cours d'eau. Bah oui, pourquoi pas ? Non, la réponse logique ici c'est qu'il y a de l'eau partout, et que donc le sourcier n'a servi à rien. Il n'existe pas plus de rapport de cause à effet entre la présence de châtaignes et l'absence de girafes que l'indication du sourcier et la présence de l'eau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffirait d'enlever les châtaignes pour se rendre compte que les girafes sont toujours absentes, et de faire des trous un peu partout dans le jardin pour juger de l'utilité du sourcier. Mais ce genre de raisonnement est rare, tout simplement parce que mon pote a une peur bleue des girafes, et il ne prendra pas le risque d'enlever les châtaignes. Et le propriétaire ne prendra lui aussi pas le risque de faire des trous un peu partout dans son jardin, de peur de perdre de l'argent. Ok, tout ça pour dire que... Si on fait appel à un sourcier, c'est pour le faible coût que demande sa prestation, pour des résultats qui peuvent faire économiser beaucoup d'argent. Si dans cet exemple, le sourcier aurait demandé des milliers d'euros pour son intervention, plus cher que de faire un puits, le propriétaire se serait passé du sourcier et aurait commencé à faire des trous dans son jardin. Il aurait alors trouvé de l'eau, parce qu'il y a de l'eau partout sous son jardin, les voisins auraient suivi, donc tout le monde aurait un puits, sans jamais faire appel à un sourcier. C'est super, mais dis-moi Jamy, est-ce que tu penses convaincre qui que ce soit avec un exemple aussi merdique ? Bon très bien, je vais attaquer dans le dur, mais je te préviens, tu vas chialer ta mère. Revenons un instant sur les travaux d'Yves Rocard. Après la publication de son livre, Le signal du sourcier, le comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux a repris les expériences proposées par Yves Rocard dans son livre et les répéta en conditions réelles entre 1964 et 1966, mais en prenant bien la précaution d'écarter toute possibilité de suggestion et d'autosuggestion, c'est-à-dire avec des essais randomisés et en double aveugle. Les résultats obtenus de ces expériences répondent à la loi binomiale de probabilité 0,5. Ça veut dire une chance sur 2 en fait. La même probabilité que lorsqu'on joue à pile ou face. Plus précisément, les résultats sont de 92 succès sur 185 essais. Ils ont conclu que, premièrement, le sourcier ne réagit pas à un gradient de champ magnétique, et secondo, la création d'un champ magnétique par des produits d'électrofiltration n'est pas prouvée. Donc on ne peut pas expliquer la réaction des sourciers à l'approche de l'eau. Mais bon, ces résultats n'ont pas fait douter Yves Rocard sur sa théorie, et encore moins ses adeptes. Les travaux de Rocard apparaissent pour les sourciers encore de nos jours comme la preuve irréfutable des dons des sourciers. Même si ces résultats sont biaisés et comportant de grosses erreurs méthodologiques, mais bon ça,
Qu'est-ce qu'on s'en branle de toute manière? Parce que Yves Rocard, il a toujours été très fort en physique, mais alors quand il s'est mis à bosser sur les sourciers, est-ce que c'est parce qu'il était vieux ou est-ce que c'est parce qu'il était enthousiaste? N'empêche qu'il est un peu parti en cacahuète. Et alors il est parti en cacahuète notamment, je vous donne un seul exemple, sur son montage là. Il a fait un montage où il faisait passer de l'électricité autour d'une personne, et puis il y avait un gars qui tenait, ou une nana qui tenait un pendule là, et puis il leur demandait de détecter s'ils sentaient, son hypothèse à lui c'était que les gens étaient sensibles aux champs magnétiques, créés par les masses d'eau. Alors, si on crée des champs magnétiques ou électriques autour d'eux, peut-être qu'ils peuvent les détecter. Et donc, il a monté un protocole avec, normalement, les précautions que vous devriez prendre, vous, c'est avoir un nombre d'essais suffisant, randomiser, c'est-à-dire tirer au sort le sens du courant au hasard, pas le dire à la personne, évidemment, pas avoir d'effet de suggestion, passer en double aveugle, et puis faire un blanc, c'est-à-dire un test en blanc, un réglage, quoi, le réglage de départ. Alors, il fait ce test-là, et regardez, là c'est pris de la page 191. Il dit, voilà, j'ai pris le sujet H, le sujet M, le sujet G, et quand je marque vrai, c'est que la réponse est bonne. Ici, il dit, avec des réponses exactes de 5 sur 10, 4 sur 10, 4 sur 10, cette expérience conduit à un échec assez visible. Cependant, il est intéressant de discuter davantage, et c'est là que ça part en saucisse. Parce qu'Yves Rocard nous dit, regardez, 50, 40, 40, c'est quand même pas terrible. Mais il dit, si on convient par exemple de réduire les séries aux 4 premiers coups seulement, les 3 sujets s'améliorent beaucoup. Il dit, ah bon, pourquoi tu veux faire ça? Il dit, mais même le rationaliste coriace, c'est-à-dire vous et moi, admettra que les sujets se fatiguent si les séries vont jusqu'à 10 coups. Mais non, mais ça, mec, fallait le dire avant, en fait, que les gens se fatiguaient au bout de 10 fois. Bon, alors, donc, hop, ça nous donne ça. C'est-à-dire beaucoup mieux. Et là, c'est là qu'on voit vraiment qu'il a déraillé, quoi, là-dessus. Il dit, il faut remarquer que chaque série a été immédiatement précédée de 2 coups d'essai. Les blancs, là. À chaque série de 4, on peut donc ajouter les 2 coups. Toujours bon au début, il le dit lui-même, toujours bon au début. Oui, puisque c'est des blancs. Pourquoi pas, c'est moi qui mets en bleu, si cette procédure avait été convenue avant les expériences, tout le monde l'aurait accepté. C'est ça le problème, c'est qu'il fallait le convenir avant, pas après, quoi. Et donc en faisant ça, il arrive avec ça. Et là il fait, waouh, c'est cool. La plus grande et la plus significative des expériences sur la radiesthésie a été effectuée à Munich entre 1986 et 1988. Les meilleurs sourciers d'Allemagne ont été invités à participer à l'expérience. Elle consistait à la détection d'une quantité d'eau circulant dans un tuyau sous un faux plancher. À chaque test réalisé, le tuyau était placé au hasard et les sourciers devaient ensuite déterminer la position de l'eau avec les ustensiles de leur choix. Des tests préliminaires ont été effectués pour sélectionner les meilleurs sourciers. Sur les 500 sourciers qui se sont présentés à l'expérience, seulement 43 ont été retenus. Après 843 essais réalisés par ces 43 sourciers, le résultat obtenu fut sans appel. Il n'y avait aucune différence entre la performance des sourciers et une détection effectuée au hasard. Ouais, enfin, encore une expérience réalisée par des sceptiques. Eh bien non, justement. Les personnes qui sont à l'origine de l'expérience ont réalisé ces tests pour prouver l'authenticité des dons des sourciers. Ils étaient donc pro-sourciers, mais pas de bol, ils ont démontré le contraire. Alors si, je suis médisant, il y a eu 6 sourciers qui ont eu des résultats, de bons résultats. Et les auteurs de l'expérience n'ont pas manqué de le faire remarquer et de dire que ces 6 personnes étaient de véritables sourciers et que les autres, ils puaient la merde, quoi. Évidemment, ce n'est en rien une preuve des capacités des sourciers. 6 personnes sur 500, les mecs. C'est... non. Donc selon cette expérience, la méthode radiesthésique utilisée par les sourciers ne permet pas de meilleurs résultats que si on avait désigné au hasard l'endroit où se trouve l'eau. Tu sais quoi? Moi je m'en branle de tes expériences là. Je sais ce que je ressens quand ma baguette elle tourne vers l'avant ou elle se redresse. C'est une force surnaturelle qui agit dessus. Ok? C'est là qu'intervient l'effet idéomoteur. Mis en avant pour la première fois par le psychologue anglais Walter Benjamin Carpenter pour expliquer les mouvements des baguettes et des pendules des sourciers, l'effet idéomoteur est un mouvement musculaire involontaire et inconscient. Des expériences scientifiques ont confirmé cet effet décrit par Carpenter. Expériences menées notamment par William James, Michel Chevreul, Michael Faraday et plus récemment par le psychologue Ray Hyman. Ce bon vieux Ray a écrit dans un article intitulé « How people are fooled by ideomotor action ». Je cite « Honest, intelligent people can intuitively engage in muscular activity. There is consent with their brows and fucker and... » Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Les personnes honnêtes et intelligentes sont capables de réaliser inconsciemment des mouvements musculaires qui sont conformes à leur attente.
En d'autres termes, la simple représentation mentale d'un mouvement peut suffire à le provoquer. Certaines personnes peuvent donc interpréter ces phénomènes physiques par l'influence d'une force extérieure inconnue. Il est possible alors que les sourciers exercent inconsciemment une pression mécanique sur la baguette, la faisant tourner vers le haut ou vers le bas. Mais bordel, on peut quand même pas trouver de l'eau partout. Comment tu expliques que les sourciers arrivent à trouver l'endroit précis où trouver de l'eau ? Bon, d'abord, tu pars d'un constat qui est une vérité générale pour toi, alors que tu n'y connais foutrement rien. Il y a plus de chances de trouver de l'eau que de ne pas en trouver, car elle est quasiment partout, en tout cas en France. Dans un aquifère à milieu poreux, par exemple, on trouve de l'eau partout à une certaine profondeur. Mais je t'invite à aller voir la vidéo de Curiosity Catalyst sur les sourciers qui explique cela beaucoup plus en détail. Le milieu poreux est exactement comme une sorte de gigantesque éponge qui contient de l'eau. Cette éponge peut être composée de sable, de cailloux plus ou moins grossiers. Ces cailloux sont appelés des alluvions. En France, 60% des forages captent dans ce type de milieu alluvionnaire. Mais ça on s'en fout. Donc maintenant, plaçons notre fringant sourcier à la surface. Qu'il cherche là, 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 là ou là, vous devez commencer à vous apercevoir que peu importe l'endroit, il trouvera de l'eau. Car oui, à une certaine profondeur, l'eau est partout. Et il ne s'agit pas d'une veine. M'en branle, j'irai pas voir. Pas bon. Et comme pour les prédictions des Simpsons, avec l'effet Jean-Dixon, il se peut que les sourciers mettent en avant les fois où ils ont trouvé de l'eau et mettent de côté toutes les fois où ils se sont trompés et où le puits a été foré pour rien. Attends. Ok, c'est de très bons arguments tout ça, mais comment t'expliques que certains sourciers arrivent à déterminer la profondeur précise du niveau de l'eau, hein? À combien il faut creuser pour trouver de l'eau, hein? Ah, là on l'entend plus ta grande gueule. Il est tout à fait possible de trouver la profondeur de l'eau au niveau piézométrique sans super pouvoir. Outre le fait que le niveau piézométrique varie peu dans une zone géographique restreinte, et que le sourcier averti peut connaître au fil des années le niveau moyen dans une zone, il y a plus facile pour connaître la profondeur de l'eau. Il existe des cartes piézométriques disponibles sur internet, sur le site du BRGM ou du CIGES, lien en description. Quelqu'un d'assez averti dans le domaine et disposant d'une connexion internet peut tout à fait avoir connaissance du niveau piézométrique d'une zone géographique, comme ici avec l'exemple du département de la Meuse. Tu fais le malin parce que tu penses avoir réponse à tout, hein? Mais comment que tu veux expliquer quelque chose d'ésotérique, quelque chose qui te dépasse par ton ultra-rationalisme là et tes méthodes scientifiques et tout le tout team? Je ne peux pas l'expliquer en effet. Je ne veux pas dénoncer une croyance ici, je me base seulement sur les faits, ce qui est prouvé par A plus B. Sinon je pourrais dire tout et n'importe quoi, comme dire que je peux chier de l'or, et que vous pouvez pas comprendre parce que voilà vous êtes rationnel et que vous et votre science là, vous pouvez pas l'expliquer ça. Tu peux vraiment chier de l'or toi ? Malgré toutes ces expériences, le fait est que la majorité de la population croit en la sorcellerie. Même certains médias font la promotion des sourciers sans jamais esquisser le moindre doute, la moindre critique. Comme cet article de Ouest France du 27 août 2011, la journaliste ne met à aucun moment la parole en doute du sourcier Henri Gesselin. Elle dit même, une fois qu'on a vu, on est vraiment scotché, ébahi. Bah voyons. Même le journal Le Monde en 2006 avait consacré une page entière aux sourciers, faisant l'apologie de la sorcellerie, sans jamais émettre la moindre réserve. Je rappelle que le journal Le Monde est considéré comme une référence dans la presse française et même internationale. Ouais. Si même des professionnels d'un journal aussi sérieux que Le Monde ne sont pas capables de faire les mêmes recherches que moi, un simple trou du cul d'amateur, insiste bien sur trou du cul. Eh ben c'est vraiment grave. Je ne dis pas que ces gens qui croient et les sourciers sont des gens malhonnêtes. Loin de moi cette idée. Ah, est-ce que tu peux être condescendant? Tu me dégoûtes. Ok, j'arrête. La plupart pensent réellement avoir un don. Et ma foi, peut-être bien qu'ils ont un don. Le souci, c'est que beaucoup de ces sourciers honnêtes n'ont pas les connaissances scientifiques nécessaires pour avoir un regard critique sur leur pratique. Ils sont confortés par le fait que ça marche et s'auto-persuadent d'avoir un don. Et rien ni personne ne pourra les faire changer d'avis, puisqu'ils l'ont vécu personnellement. Et toi, quelqu'un pourrait te faire changer d'avis ? Bon, c'est pas la question, Et arrête de répondre. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors oui, vous allez me dire que certains sourciers sont des hommes de science, comme ce bon vieux Yves Ricard, et il y en a certainement d'autres. Et quand bien même, ce n'est pas parce que c'est un scientifique qu'il ne dit pas de conneries. Tout ça pour dire que pour établir l'existence de telle ou telle chose,
Il faut réaliser des expérimentations suivant un protocole et une méthodologie bien précis, c'est-à-dire un nombre d'essais suffisant, une randomisation, répartition au hasard, et que ces essais soient effectués en double aveugle afin de supprimer les effets de suggestion et d'autosuggestion. Pas comme Monsieur Recard. Encore une fois, je ne suis pas là pour dénoncer telle ou telle croyance. Je me base sur les faits prouvés scientifiquement. Et le fait est qu'avec l'ensemble des connaissances que l'on a actuellement, un possible don des sourciers n'est pas admis. Bon voilà pour ce qui est des sourciers. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui portera sur l'Atlantide. Bon en attendant, restez critiques. Ciao à plus.